dessus. C'est ça. Restriction sur cet ordinateur. Allez. C'est génial de mettre contre tous ces gens qui adorent ça, c'est génial. Et ici, on aime le CNRS, le CRNRS, le CRN, voilà. On est sur l'antimatière, pour te dire que à 5h du matin, c'est antimatière. Mais il n'y a qu'à 5h du matin, à mon avis, que tu peux en parler de l'antimatière. Je suis administrateur. Parce que justement, tu la vois à 5h du matin. Donc là, tu vois l'antimatière. Bon alors, est-ce que ça stream? Je peux pas, j'accepte pas un autre config. Je sais pas. Bon, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ça va? Bande de pirates de l'informatique. Oui. Ah, bravo. Lui, il reste dessus. Bon. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est vrai? Dans la ville de commande, tu fais CMD d'abord. Et là, tu n'es pas parti. Houston, nous avons un problème. Je crois que le booster n'est pas revenu à sa place. Quand même, ils sont forts les mecs. Parce que le prochain vol, il est plein. Hein. Le prochain vol, il va sur Mars. Il part sur Mars direct. Parce que c'était le 5e vol. Au 5e essai, c'est bon. Mais même juste avant, ça sortir un petit peu les caméras. Ça, c'est incroyable. Merci Starlink. Je pense qu'en fait, il a fait Starlink pour ça. Il s'est dit, je vais envoyer des trucs, faut que ça passe bien. Allez, je vais mettre mes satellites, comme ça au moins, moi j'ai mon système de diffusion. J'ai pas compté sur Orange. Ça va fonctionner. Ou alors ça se trouve, tout ça c'est faux. Ça c'est que des vidéos faites par une IA. Wow, putain, c'est hyper bien fait. Hein. Là, il arrive. Ça va être problème ça. Je pense que ça sera plus. On ne pourra plus regarder YouTube, tout ça, on regardera plus. Oui, il faudra réfléchir. Ouais, c'est ça qui est chiant. Ah, regarde, la télé ça a fini comme ça, il n'y a pas de raison que YouTube ça finisse pas comme ça. Hein. Et on est parti? On est parti. Est-ce qu'on est parti? Ah, bon, je suis très fatigué. Toi, t'as pas passé un bon week-end? Justement, c'est ça le problème. J'ai passé un très bon week-end. Je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis couché tôt hier. Je suis éclaté. Je suis éclaté. J'ai des cernes sous les yeux, on dirait des valises. Je dis, mais c'est pas vrai. Ma femme abusait de mon corps toute la nuit et je me suis pas rendu compte. Peut-être. Ah, mais ça se trouve, hein, c'est ça. Mais hier, je suis allé me coucher, il était 10h30. Elle a mis des trucs dans les lasagnes, je pense. C'est sûr. Des légumes. Des légumes. Des légumes. Elle a mis des trucs dans les mains. C'est pour ça qu'elle avait besoin du mixeur, en fait. Elle m'a tout haché, j'ai rien vu. Peut-être parce qu'il a mangé toutes les lasagnes aussi, qu'il s'est endormi à 10h. C'était pas que pour moi. Bah, ça se mange en une fois les lasagnes, ça se chauffe pas. C'était une part, non? Ouais. C'est pour la famille. Oui, c'était un plat. Un plat lasagne, c'était une part. On va dire que c'est à vous. Pour l'instant, non, il n'y a rien. Bon, allez, let's go. On se ressaisit. Ce matin, utile.
Utile. Alors, utile, c'est que de la théorie. Donc je vous invite à vous endormir tranquillement pendant que je vais parler. L'objectif, c'est juste que vous connaissiez un petit peu ce que c'est utile. Parce que le jour de vos entretiens d'embauche ou sur les annonces que vous lisez, il y a écrit utile. Donc c'est quelque chose que vous devez au moins savoir de quoi ça s'agit. Sans forcément rentrer très en détail dans utile. D'accord? Donc vous inquiétez pas, pendant 1 heure, vous pouvez parler, et puis vous allez écouter en hochant la tête. Intéressant. Mais posez pas de questions. Il y a peut-être à un moment donné, je vous dirais ça, c'est très important dans utile, il faut que vous le reteniez. Après, c'est tout. Parce que parmi vous, il y en a qui ont Ça déjà commence bien. entendu parler d'utile. Oui. Oui. Pendant un stage. Petit tour de table. Pendant un stage. Pendant un stage, on t'a dit, c'est très utile ça. Voilà. Et on m'a dit surtout, ne te casse pas la tête avec ça, c'est les entreprises qui. C'est payant, les certifications utiles, et c'est les entreprises qui financent aussi. Si juste ça utile. Est-ce que utile c'est utile? Ou est-ce que l'utile c'est utile? On verra bien. Donc tu en as déjà entendu parler et on t'a dit te casse pas la tête avec ça. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu vrai aussi. Hein. Moi aussi c'est ce que je vais vous dire. Vous cassez pas la tête avec ça. Mais il faut que vous sachiez que ça existe. Et surtout ce qui va être important c'est savoir où vous vous trouvez dans utile. Pourquoi il y a utile, pourquoi ça a été mis en place et comment ça se fait que ça va vous faire chier. Vous avez commencé bien fait, il y a une présentation PowerPoint aujourd'hui. Hein. Ça vous montre à quel point c'est chiant. Hein. C'est nul. Voilà. Donc au moins normalement, dans 1 heure, vous pourrez dire oui, utile, je sais ce que c'est. Je connais utile. Alors ça prend 1 heure, hein. C'est pas comme Matrix où on vous met une petite cassette dans la tête et ça y est, je connais le kung-fu. Je pourrais dire je connais utile. Voilà, je pourrais dire ça. Alors, ça commence. Donc il y a plein de chapitres qu'on va voir, la stratégie de service, la conception des services, la transition des services, l'exploitation des services et l'amélioration continue des services. Déjà, vous avez vu un mot apparaître 5 fois, c'est le mot service. Autant, dans le registre, par exemple, le plus important, c'était les valeurs. Dans utile, le plus important, c'est les services. C'est ça qui va être très important. Si vous voulez, je vous le donnerai, hein, le diaporama. Ah ouais, non, mais faites pas de copie d'écran, là. Il y a des gens qui se sont fait chier à faire des PowerPoint. Mais il est beau, c'est pour ça que je le prends en photo. Prends la photo. Bon, il y a une vidéo sur YouTube, hein, si tu veux. Oui, c'est ça. Tu vois. Donc on va commencer par une petite introduction à ITIL pour que vous sachiez d'où ça vient, les certifications, etc. Tout ce qu'on peut en faire. Alors qu'est-ce que c'est les lettres d'ITIL déjà? C'est Information Technology Infrastructure Library. Super. Voilà. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est les meilleures pratiques d'un système d'information. Ce qu'on appelle le SI. Le SI, c'est quoi? C'est là où vous travaillez. Vous êtes dans les services SI. Avant, ça s'appelait le service informatique. C'est fini, ça, l'informatique. On est passé dans le système d'information. Et le système d'information, c'est vous. C'est vous, les petites mains du système d'information. Vous mettez en place le système d'information. Vous dépannez le système d'information. Vous l'installez, vous le réparez. Vous le dépannez, vous le réparez. Vous l'installez, vous l'enlevez. Vous le faites évoluer, vous l'améliorez. Et vous êtes là-dedans. Et donc, l'idée, ça a été de réunir toutes ces best practices dans des livres. On a fait des bouquins, on s'est mis ensemble. Et on a fait un référentiel. Alors attention, ITIL, c'est pas quelque chose de figé, ça évolue. Il y a des versions de ITIL, on en parlera. Et c'est pas obligatoire de suivre ITIL. C'est que des conseils. Comme moi, souvent, je vous ai dit, bah, moi, je vous conseille de faire ça, mais vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de suivre ITIL. On peut suivre un morceau d'ITIL si on veut, mais pas forcément tout. Alors, d'où ça vient? C'est quelque chose qui vient des années 80. De la très bonne musique, hein, dans les années 80, bien sûr. Un style vestimentaire incroyable.
Parlons des coupes de cheveux des années 80. Incroyable. Et à ce moment-là, bah, E.T. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient de la Great-Britain, de nos amis anglais. Au moment où les systèmes d'information, l'informatique se développait vraiment dans les entreprises, ils se sont dit, chaque entreprise travaille plus ou moins bien. Et ils ont eu la très bonne idée de se dire, ils ont fait une espèce d'audit incroyable dans toutes les boîtes. Ils ont réuni tous les systèmes d'information, toutes les méthodes qu'ils utilisaient. Ils les ont analysées et ils ont pris le meilleur de chaque entreprise. Et ils ont tout mis en place dans un référentiel. Autant vous dire que c'est un gros boulot qui a été fait. C'est comme si, je sais pas, vous prenez l'éducation nationale, puis vous prenez tous les meilleurs profs, vous les mettez ensemble, vous appliquez leur méthode, vous les réunissez et vous les réunissez. Prof de français, il a du travail. Ouais. Vous les réunissez, voilà, on va les réunissez, c'est pas mal, ensemble, et vous allez faire le best practice de comment donner des cours dans l'éducation nationale. C'est un exemple qui est choisi exprès. C'est un peu Parce que ça, non, parce que ça n'existe pas. Si vous avez des profs, mais la pédagogie, ça n'existe pas quand on est prof. Il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours de pédagogie. Vous êtes agrégé de maths, c'est bon, vous pouvez être prof de maths. Mais apprendre à transmettre son savoir, ça, non. C'est un peu con, hein. Donne moins de cours quand t'es avec CG. Quand tu fais bien. C'est possible encore mieux. Parce que plus t'as du savoir, et moins Voilà. t'en donnes. C'est ça. Et moins tu sais le donner aussi, peut-être. Ouais. C'est important. C'est magnifique. Voilà, donc ça n'a pas été fait. Mais ça a été fait pour l'informatique. Donc il y a eu comme ça toute une suite de bibliothèques qui ont été créées. Donc au fur et à mesure des années, on est passé en 99 la version 1, la version 2, la version 3, la version 4. Moi je vais surtout vous parler de la version 3. C'est ITIL V3 parce que c'est celle qui est la plus mise en œuvre dans les entreprises. Même si la version 4 est sortie il y a quelques années, rares sont les entreprises qui ont basculé sur la version 4. D'accord? Depuis 2007, c'est mis en place. D'accord? En 2019, on l'a changé, la version 4, donc c'est assez récent. Il faut compter en moyenne 10 ans pour passer à une nouvelle version d'ITIL. Autant vous dire que c'est quand même les très grosses entreprises qui les utilisent. Donc modifier toute la façon dont l'informatique est gérée dans une entreprise, ça prend du temps. Surtout quand c'est des grosses boîtes. D'accord? Alors les grands concepts. Ça fait très important. Pourquoi est-ce qu'on va mettre ITIL en place? C'est pour la qualité du service. Donc c'est faire pas de la merde. C'est un peu ça l'idée. On va essayer de structurer la façon dont vous mettez en place votre système d'information. On va essayer de l'améliorer. On va faire en sorte que vos process soient validés, efficaces, efficients. Et c'est pour ça que dans ITIL, eh bien vous êtes une pièce très importante. Parce que vous allez voir que les entreprises qui mettent en place ITIL, eh ben, ils vont vous casser les pieds. L'objectif, c'est toujours de fournir un service de qualité. Et fournir le service dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, c'est vous qui allez fournir le service. Et ouais. C'est vous qui êtes souvent en relation avec l'utilisateur. Donc c'est vous qui fournissez le service. Donc vous êtes très assujetti à ITIL. D'accord ? Petite question de sémantique. C'est la différence entre les normes et les standards. Est-ce que vous avez entendu parler de la norme ISO? C'est quoi la norme ISO? C'est un référentiel. On va dire que c'est tout ce qui est écrit doit être fait, tout ce qui est fait doit être écrit. En gros. Oui. Et est-ce qu'il y a des gens qui le vérifient, ça? Ah oui. Voilà. Il y a des audits. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tu vas les C'est-à-dire que organiser. dans les normes ISO, si vous voulez être certifié ISO 9001, enfin, peu importe la nomenclature ISO, vous devez respecter un cahier des charges et on vient vérifier, en général c'est un organisme externe qui vient vérifier que vous respectez bien le cahier des charges, donc on vous donne la norme ISO. Vous êtes validé dans la norme ISO. C'est pas le cas, dit-il. Les sociétés qui utilisent ITIL, c'est pour elles-mêmes. C'est pour être plus efficientes elles-mêmes. C'est en interne. On va mettre en place ITIL parce que on estime que on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être aidé, mais on n'est pas validé ITIL. Il n'y a pas une norme, il n'y a pas une norme ITIL. Ça n'existe pas. C'est l'inverse. Il y a des gens certifiés ITIL
qui travaillent dans votre entreprise et qui vont vous dire non mais au point de vue d'ITIL, il faut faire comme ci, comme ça, etc. C'est un peu monsieur qualité qui travaille dans ta boîte. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient valider votre travail. ITIL, c'est pas quelque chose qui se vend. Vous pouvez pas dire à un client ah mais nous on est ITIL chez nous. Il n'y en a rien à foutre que vous soyez ITIL. Vous êtes certifié ISO, ça a beaucoup plus de valeur en fait. Et donc ITIL, c'est cette démarche qualité. Il y en a d'autres. Peut-être la plus connue c'est Scrum. Ouais. L'autre. Donc c'est pareil, en Scrum, c'est une méthode, c'est une façon de faire les choses. D'accord. Et il existe aussi des certifications ITIL. Donc c'est ce dont tu parlais, que dans ton entreprise, on peut te payer une certification ITIL pour que tu sois certifié ITIL. En général, les gens qui sont certifiés ITIL, c'est plutôt les DSI, c'est plutôt haut placé, hein, parce qu'ils vont apprendre ITIL, ils vont vérifier qu'ils ont bien ITIL, et c'est un gage de qualité d'être certifié. Ça pourra être intéressant plus tard pour vous, mais dans longtemps, hein, quand vous serez DSI, quand vous aurez 10 ans d'ancienneté en tant qu'administrateur, après avoir eu 10 ans d'ancienneté en tant que technicien. Donc les certifs ITIL, c'est peut-être plutôt dans 30 ans. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais sur un CV, ça peut être intéressant quand on est DSI, hein, sinon pour vous. Donc ça existe, hein. Les certifications ITIL, elles sont super chaudes. C'est que du par cœur. Que du par cœur. C'est compliqué ITIL. Alors revenons à notre notion de service. Donc dans ITIL, tout va tourner autour du service. Donc on va présenter les stratégies de service, la conception, la transition, l'exploitation et l'amélioration continue des services. Donc tout ça dans ITIL, je vous dirai à chaque fois là où vous allez intervenir. Et en général, à chaque fois, ce qui va vous casser les pieds. Ça fait plusieurs fois que j'utilise le terme casser les pieds. Oui, le défaut d'ITIL, c'est que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est l'idée d'ITIL. C'est d'arrêter de faire n'importe quoi. Donc forcément, bah, ça va vous faire chier. Je rappelle que certains d'entre vous sont des petits rebelles, hein. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent, hein. Je dis de faire des choses, ils ne les font pas. Bon bah ITIL, faudra faire ce qui est prévu dans ITIL, hein. Parce que sinon vous allez vous faire fâcher. Et pas par moi. Alors, qu'est-ce qu'un service dans ITIL? Eh bien un service, c'est quelque chose que vous utilisez régulièrement. Aujourd'hui, je suis sûr que vous avez déjà utilisé au moins 20 services informatiques. Vous avez peut-être utilisé Waze pour la voiture. C'est un service. Vous avez peut-être checké vos mails ce matin. C'est un service. Vous avez peut-être allé sur Internet chercher une information. C'est un service. Vous avez regardé YouTube. C'est un service. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des services. Et c'est quasiment sûr, l'entreprise dans laquelle vous allez travailler fournit un ou plusieurs services. Et vous serez à l'intérieur de la fourniture de ce service. Et donc, ITIL, toute la logique d'ITIL, c'est comment mettre en place les services, comment garantir la qualité du service, comment faire en sorte qu'il soit efficace, efficient, ce sera tout ça. Dans les services, vous avez des processus. Ça va commencer à vous faire chier, les services. Les processus, pardon. Donc, il y a quelque chose qui va le déclencher, on attend un résultat, c'est pour un client, il est mesurable. Eh bien, ça voudra dire ça, que vous allez faire des actions pour faire un service. Et ces actions seront, par exemple, déclenchées par quelque chose. Le déclencheur d'un service, c'est quoi? Une action, un processus, qu'est-ce qui le déclenche? Dans ce qui vous concerne, ce sera certainement un client, un appel. Ben, cet appel, il va devoir déclencher un processus que vous allez suivre suivant une procédure. Donc vous devrez suivre des procédures. Ces procédures, vous devrez noter ce que vous en faites, c'est-à-dire écrire dans des tickets. Il y a un des piliers dont je vous avais parlé. Le dernier, c'était quoi le pilier numéro 4? Traçabilité. C'est un des piliers les plus importants d'ITIL. C'est la traçabilité. Pourquoi? Parce que un des caractéristiques d'un processus, c'est qu'il soit mesurable. Pour qu'il soit mesuré, il faut qu'on savoir. Non, mais vraiment, je suis fatigué, moi. Je sais pas ce qu'elle a fait de moi cette nuit. Il faut savoir, par exemple, quand est-ce qu'il commence et quand est-ce qu'il finit.
Donc ça, ce sera un truc très chiant quand vous allez faire vos interventions. Heure de début, heure de fin. Date à laquelle vous l'avez faite. Ça, c'est chiant, mais vous devez le faire. Vous devez le faire parce que grâce à la mesure, on va pouvoir faire des actions en parallèle. Après, pardon. Parce que ça a pris trop de temps. Par exemple, pour comprendre pourquoi ça a pris trop de temps, il faut le savoir. Donc tout ça, ça fait partie d'utile. Aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà travaillé dans des entreprises qui appliquent ça, ça vous paraît évident qu'il faut faire ça. Mais ça date des années 80, ça. Il y a des entreprises pour lesquelles c'est pas évident. Il y a des entreprises qui bossent à l'arrache. Grâce à ITIL, ils pourraient ne plus travailler à l'arrache. Donc vous avez aussi des fonctions. Alors les fonctions dans ITIL, ça va être la définition de qui fait quoi quand on a ces fameux processus. C'est pareil, c'est important de bien établir la responsabilité de chacun pour justement qui déclenche les processus, qui valide les processus, qui va lire les tickets que vous faites, etc. Donc dans ITIL, ils ont défini, voilà, il va y avoir un possesseur, un propriétaire, un gestionnaire de processus, un propriétaire de service. Si vous faites un peu simplement, vous allez avoir vous qui allez exécuter quelque chose, mais vous devez rendre des comptes à quelqu'un. Et vous avez deux personnes à qui vous rendez des comptes. Vous allez rendre des comptes au client et vous allez rendre des comptes à votre chef. Vous aurez les deux. Donc il va y avoir un déclencheur, il va y avoir quelqu'un qui va valider. On va le voir quand on va le faire tout le ticketing. Dans le ticketing en général, vous avez le client qui va créer le ticket. Il y a vous qui allez remplir le ticket. Et vous avez votre chef qui va lire le ticket. Et qui va le clôturer ou pas. Donc vous aurez à chaque fois le propriétaire du service, du processus et le gestionnaire. Et c'est vous qui interviendrez là-dedans. Et vous serez obligé de remplir vos tickets. Oui, on va faire du ticket. On va en faire plein. C'est très important, le ticketing. Donc, je ne vais pas vous faire le pied. Alors, le modèle RACI. Je vais vous le déplacer. Hop. Il faut que je déplace ça. Voilà. Donc, la définition de la responsabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le rôle de chacun. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir un processus, c'est-à-dire le processus, c'est vous, une action que vous allez faire. Quand vous allez faire des actions, il y a quelqu'un qui la réalise, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui est consulté et quelqu'un qui est informé. C'est pour ça qu'il faut faire les tickets. C'est pour ça qu'on vous fait chier. Il va falloir quelqu'un qui réalise la tâche, normalement c'est vous. Il y a un responsable, celui qui fait autorité, donc c'est celui qui est garant de vous. Vous allez réaliser une action, cette action, on vous a appris à la faire. On vous a donné une procédure. Vous pouvez faire quelque chose de mal. Vous pouvez vous tromper. La responsabilité doit en incomber. Ouais, c'est le bon mot. Ouais. Doit en incomber à quelqu'un. C'est ce que dit-il. Est-ce que ce quelqu'un c'est vous? Est-ce que ce quelqu'un c'est votre chef? Est-ce que c'est le chef de votre chef? Peu importe. Il faut que ce soit défini. Vous ne pouvez pas partir comme ça à l'arrache. Il peut y avoir des personnes consultées. Les personnes consultées, c'est vous avez besoin de faire quelque chose. Pour faire ce quelque chose, vous devez demander à quelqu'un l'autorisation, par exemple, pour le faire. Vous devez demander une procédure pour le faire. On vous demande d'installer un antivirus, vous ne savez pas le faire. Vous allez consulter quelqu'un qui a la procédure et qui va vous donner la procédure. Et enfin, l'informer, ceux qui sont tenus au courant, en général, c'est le client quand vous avez fini et votre responsable quand vous avez fini. Donc toutes ces étapes-là, dans une entreprise qui est bien faite, eh bien, vous savez quoi faire. Vous savez où aller. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est responsable. Donc il peut soit vous couvrir, soit vous défoncer. Hein. Ça dépend évidemment des choses. Mais au moins, il faut que ce soit défini. C'est ce que vous dit ITIL. Si vous voulez la garantie du service, il faut que toutes ces étapes-là soient bien prévues dès qu'on doit mettre en place une procédure. Dès qu'on doit faire une action, on sait qui l'a fait, qui est responsable, à qui on doit demander quelque chose si on ne sait pas le faire, et qui on doit prévenir quand c'est fini. Ou quand c'est en cours, si c'est un état d'avancement, etc. Tout est bien prévu. C'est carré, ITIL. Si vous avez déjà bossé, vous n'avez peut-être pas toutes ces étapes qui sont faites à chaque fois. On se démerde. Bon, si on se démerde, c'est pas ITIL. Non, si, quand même. Non. Dans mon métier, il y en avait des étapes. Il y a une raison. Il faut qu'on connaisse par cœur ce RACI, tout ça. Non, non. Alors, ce que vous devrez connaître par cœur, je vous le dirai. À un moment donné, je dirais attention. Parce qu'il commence à avoir plein de notions. Ça, alors, pour l'instant, je veux que vous compreniez.
Le service, les rôles de chacun, le modèle RACI, bon, c'est un moyen mnémotechnique, ça c'est pour ceux qui font les certifs. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire RACI? Bah, c'est responsable, accountable, consulted, informated. Mais pour vous, c'est vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on va vous faire chier. Parce que vous aurez besoin, bah, par exemple, c'est le informed qui vous fait souvent chier, parce qu'il faut que vous informiez tout le monde quand vous avez fini. J'ai fini une tâche, oh, je me casse, je rentre chez moi, je préviens personne. Non, on ne fait pas ça. J'ai terminé, je préviens que j'ai fini. Ou j'ai pas terminé, je préviens que j'ai pas terminé. Il faut continuer, il faut que quelqu'un me remplace, j'ai un problème de compétences, il y a un problème de matériel, peu importe. Je préviens les gens. Traçabilité, c'est hyper important. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Allez, la stratégie des services. Ah, je vous le fais ou pas celui-là parce que... Vite fait. Allez, je vous fais vite fait. Les sous, l'argent. Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi l'entreprise travaille? Pourquoi vous allez réparer des choses? Bah, pour la tunasse. C'est tout. Donc, dans la stratégie des services, ben, vous avez les cycles de vie des services selon utile et ben, vous avez une très grande importance, c'est la stratégie financière. Donc l'idée ici, c'est quand des gens vont mettre en place des services, il va falloir qu'ils les formulent, qu'ils analysent les forces, les faiblesses de leur entreprise pour mettre en place un service. C'est des fois que vous allez travailler dans des boîtes où ils vont vous dire, nous on fait de l'informatique, mais on va rajouter de la téléphonie. Parce que on a plein de techniciens. Mais nos techniciens, ils ont tendance à avoir un petit peu moins de travail. Donc on va rajouter un service et on va faire en plus des ordinateurs les téléphones. Parce qu'aujourd'hui, les téléphones, c'est de l'informatique. Donc on va rajouter cette branche-là. On a des compétences dans nos techniciens informatiques, on va leur rajouter la compétence téléphonie. On a des gens, ils ont des voitures, on a toute notre flotte de bagnoles. Et on va pouvoir comme ça rajouter un service. C'est comme ça, par exemple, que le cloud est né. Le cloud, c'est quoi? C'est des services informatiques de serveurs qui sont loués à d'autres clients que ceux auxquels le serveur appartient. Vous prenez des entreprises comme Amazon. Amazon, ils avaient énormément de serveurs pour leurs propres services. Et ils en avaient trop. Ils se sont dit, mais nous, on a des milliers de serveurs dans des data centers. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ben, on pourrait les louer à d'autres gens. Voilà. Aujourd'hui, on en reparlera quand on fera le cloud. Vous avez AWS, c'est le premier service de cloud mondial. C'est Amazon. Parce qu'ils avaient une énorme structure informatique pour leurs propres besoins. Et ils se sont dit, bah, en réfléchissant, est-ce qu'on ne peut pas utiliser notre force qui est le volume, et ce volume, le louer à d'autres personnes, qui eux n'ont pas la possibilité d'avoir autant de volume, autant de data centers répartis sur toute la planète. Bah, eux, ils l'avaient déjà. Donc ils ont fait une petite analyse, ils ont vu une opportunité, et ils ont créé ce service-là. Donc c'est des choses qui pourraient vous arriver dans votre boîte, votre entreprise, on est en train de réfléchir, donc c'est ce que dit Itil. Si vous voulez mettre en place un service, analysez d'abord vos forces et vos faiblesses, les besoins du marché, et vous pourrez vous placer dessus. C'est comme ça qu'on les crée. Donc la gestion financière, elle est extrêmement importante, et c'est là aussi justement que vous allez intervenir dans la gestion financière des services, parce que les services sont vendus. Vous allez être vendu. Si vous travaillez dans une ESN, vous savez ce que c'est les ESN? Personne? SS2I, c'est les anciens noms? C'est des sociétés spécialisées dans le système d'information et qui vendent, qui louent leurs salariés à d'autres entreprises. C'est-à-dire que vous allez, certains ont la chance d'aller peut-être faire leur stage chez Scriba. Vous allez chez Scriba. Scriba, c'est d'une ESN. Vous allez peut-être être employé chez Scriba, vous serez employé chez Scriba. Vous allez travailler pour d'autres entreprises. Par exemple, vous avez l'entreprise Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, ils veulent des gens pour s'occuper de leur informatique. Ces gens-là, ce ne sont pas leurs salariés. Ce sont des salariés de Scriba. Et Bordeaux Métropole va payer Scriba pour un service. Le service, ce sera des techniciens qui viennent dépanner leurs machines. C'est vous. Vous serez salarié d'une ESN et vous serez loué. Évidemment, c'est ça hein, le principe. C'est du proxénétisme, hein, tout simplement. Hein. Et vous serez loué à d'autres entreprises qui, elles, vont vous utiliser. C'est ça. Le service vendu par Scriba, c'est vous.
Et vous allez passer peut-être un jour à Bordeaux Métropole, le lendemain vous serez dans un château dans le Médoc, etc. Évidemment, les ESN, elles ont souvent plein de clients différents. Et vous passez d'un client à l'autre, des fois dans la même journée si c'est en télétravail, ou il y a des gens, ils sont 3 jours chez un client, 2 jours chez un autre client, un 3e jour chez un autre client. Des fois vous êtes tout le temps chez le client, vous êtes en délégation, ça s'appelle. De toute façon, tout ça marche pareil, c'est un service. Et comme ce service, il faut le payer, ça revient à la quantification qu'il y avait avant. Dans la gestion financière, pour que vous puissiez être facturé, vous devez dire quelle intervention vous avez fait, combien de temps ça a duré, qu'est-ce que vous avez fait, quel matériel vous avez utilisé, etc. C'est très important parce que les contrats qu'ont les clients avec les ESN, ils sont souvent différents. Vous avez des contrats où vous payez à l'heure. Il y en a d'autres qui payent à l'intervention. Il y en a d'autres qui payent à la semaine. Il y en a qui payent au mois, à l'année, etc. Donc il y a plein de types de contrats différents. Donc il y a plein de types de tunas différents. Donc c'est pour ça qu'on va vous faire chier. C'est pour ça que vous devrez être précis. Évidemment, si c'est l'inverse, vous êtes salarié de Bordeaux Métropole. Non, vous êtes employé de Bordeaux Métropole. Non, ah, comment ça s'appelle les gens qu'on emploie et qui ne travaillent pas? Fonctionnaire. Ah, c'est fonctionnaire, pardon, c'est ça. Vous êtes fonctionnaire à Bordeaux Métropole. Ben là, par contre, vous ne travaillez plus, vous ne faites plus rien, à part faire travailler les sous-traitants. C'est-à-dire, vous dites aux sous-traitants, c'est à lui de bosser. Donc, dans ce cas-là, vous, ce que vous devez juste faire, c'est surveiller. En fait, non, vous ne surveillez même pas. Vous les faites bosser. Et là, vous en foutez. Le temps que ça prend, le nombre de tickets. C'est rare que les administrations soient utiles. Non, oui, c'est pas utile. Oui, je suis une mauvaise foi. Oui, c'est vrai. D'accord, donc la gestion financière, elle va être très importante parce que tout ça, faut raquer. Alors, il y a une notion de portefeuille. Alors, c'est très drôle parce que la notion de portefeuille dans Utile, c'est pas pour l'argent. Ce qu'on appelle le portefeuille, c'est le portefeuille des services. Je reprends l'exemple de Scriba. Scriba, ils vont proposer à leurs clients plusieurs types de services. Ça peut être, on vous envoie un salarié de chez nous, chez vous. On s'occupe juste de la hotline. C'est-à-dire que quand vos salariés ont un problème, ils téléphonent. Nous, on prend leur appel. On essaie de les dépanner à distance. Et si on ne peut pas, on transmet à quelqu'un qui est sur place. Mais qui n'est pas forcément quelqu'un de Scriba. Ça peut être, on vous délègue des gens, mais c'est 1 mois minimum. C'est des contrats de 1 mois. Et ils sont sur place chez vous. Et nous, on n'en entend plus parler. Ça peut être l'informatique de Bordeaux Métropole, les serveurs. Ils ne sont pas à Bordeaux Métropole. Ils sont chez Scriba, dans les locaux de Scriba. Donc c'est comme ça, une entreprise peut avoir un portefeuille de services, un éventail, c'est le catalogue de tout ce qu'ils peuvent fournir à un client. Et donc dans Utile, ils vous disent que il doit être archivé, ça doit être constitué, vous devez pouvoir le consulter à n'importe quel moment. Il faut voir à grande échelle, il faut voir des très grosses entreprises. Keops, ça vous dit quelque chose? Voilà, Keops, c'est une très très grosse boîte et ils ont vraiment, eux, un catalogue de services très très gros. Un portefeuille de service. Gestion de la demande, ça aussi, ça fait partie de la stratégie du service. Être capable de le faire évoluer, être capable d'anticiper. Cette gestion de la demande des services, est-ce que c'est pour 100 utilisateurs ou 1000 utilisateurs ou est-ce qu'on ça fait 100, 200 tous les mois, on en prend 100? Aujourd'hui, dans la stratégie des services, il y a un concept qui est intégré dedans énormément aujourd'hui, c'est le cloud. On en reviendra. Un des énormes intérêts du cloud, c'est répondre à la gestion de la demande des services. On va pouvoir très facilement augmenter la puissance, ou la diminuer d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. C'est pour ça que le cloud marche autant. Et vous le verrez, quand on fera la formation cloud, je vous la vends bien, hein. Là vous êtes impatient, hein. Vous allez voir que, ah ouais, le cloud c'est quand même extrêmement puissant, et ça s'adapte énormément aux besoins et à la gestion de la demande, à la fluctuation de la demande. C'est vraiment un super truc. Bonjour. Ah bah oui, si ça sert à réviser. Surtout, ça sert à réviser l'humour, les blagues. Ah, il faut que je reclique là-dessus si je veux que ça fonctionne. Donc ça va pas être... qu'est-ce que j'ai fait? La gestion de la relation client, donc ça c'est... Si, il faut que je vous en parle. La gestion de la relation client, c'est certainement ce qu'on va vous demander, d'avoir une satisfaction client. Alors j'aime beaucoup la dernière phrase, le plus haut degré de satisfaction client. Ça dépend des boîtes.
Ça dépend des boîtes. Il y a eu des entreprises, j'ai connu des boîtes où même de vos prédécesseurs, il y a un de vos prédécesseurs qui travaillait dans une boîte où le plus haut degré de satisfaction client, c'était le plus important. Sa boîte, il faisait de la messagerie. Donc eux, ce qu'ils vendaient, c'était des boîtes aux lettres, c'était des emails, etc. C'est tout. Ils faisaient que ça. Mais quand le client appelait, il y avait un problème informatique. C'était la messagerie la plupart du temps. Mais si c'était autre chose, fallait le résolver. Ouais, non, mais c'est foutu. Aujourd'hui, c'est pourri. Personne ne passe, Ah ouais, non, fallait le résoudre, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que Brigitte appelait, ma messagerie fonctionne pas. Pourquoi la messagerie fonctionne pas? Parce que la box est en panne. Faut l'aider à réparer sa box. La débrancher, la rebrancher, vérifier le câblage. C'est-à-dire que le travail de la hotline de la box, c'était la société de messagerie qui le faisait. Voilà. Leur credo, c'était le plus haut satisfaction, le plus haut degré de satisfaction client. C'était ce qu'ils voulaient. Il y a d'autres entreprises, c'est non. Ils vont vous dire, non, nous, c'est la messagerie. Le problème sort du cadre de la messagerie, non. On dégage, on botte en touche. La première entreprise était super, ils payaient vachement plus de coûts. Alors après, effectivement, il y avait peut-être un autre coût, etc. Mais c'était une volonté. Le plus haut degré de satisfaction, il faut que ce soit le plus haut degré de salaire. Parce que si c'est pour que tu te fasses là, donc dans des trucs, ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. Le degré de satisfaction, ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. Tu peux avoir à te déplacer toi-même. Pour les clients, parce à que- les aider, à se lever. Moi, je pensais plutôt faire un massage. Ouais, Elle avait ça, mal au c'est- bras, au dos. C'est cher après. Ah oui, ça peut coûter cher. Bah, surtout si t'as associé, t'es basé à Strasbourg et la cliente elle est à Biarritz. Ah, c'est sûr. Ah là, t'as le trajet et tout, c'est long. Hein. C'est- Ah oui, là c'est compliqué là. Et voilà, se rebrancher la box. Donc c'est utile demande de maintenir le plus haut degré de satisfaction client. On peut pas toujours le faire. On peut pas toujours le faire. Des fois vous aurez des contraintes parce qu'on va vous dire oui, il faut satisfaire les clients, vous faites tout ce qu'il faut pour, mais il y a une limite de temps. Non, vous n'allez pas passer 2 heures avec Brigitte au téléphone parce qu'elle n'est pas fichue capable de rebrancher une prise électrique. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Ça dépendra. Donc ça, en général, dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler, on va vous le dire. On va vous dire, vous allez devoir aller jusqu'à ce point-là. Et puis des fois, c'est jusqu'à vous prenez la voiture et vous y allez. Voilà, on se déplace. D'accord ? Alors, la conception des services, là justement dans ce cas-là, ça ne vous concerne pas parce que vous allez rarement concevoir un service, vous allez plutôt l'exécuter. Mais dans ITIL, il y a une partie où justement on voit tout ce qu'il faut faire pour concevoir un service, tous les abcès, les abcès. Non mais qu'est-ce qu'elle a fait de mon corps cette nuit? C'est pas possible. Gars, t'as bien dormi grâce à Mais c'est ouf. J'ai dormi d'une traite en plus. Je me suis dit, mais ce matin, les valoches. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai. Est-ce qu'on peut trop dormir? Oui, oui. Oui. Faut finir ton cycle. Mais pourquoi vous dites oui, on peut pas trop dormir? Justement, t'es encore plus fatigué quand C'est ça. Mais c'est des conneries, n'importe quoi. Non mais si tu dors, c'est que ton corps il a besoin de dormir. Ton cerveau, tu peux pas trop dormir. T'as un cycle de sommeil. Oui, si. T'as un Je sais cycle pas, de moi je sommeil. sais que quand je dors trop, je suis. Il faut respecter un cycle de sommeil. Oui. Si tu Si respectes t'es pas habitué à ton- dormir 6 heures, si t'en dors 8 ou 10, c'est bon. C'est ça. Si t'as pas l'habitude. Ah ouais, mais c'est ça On est alors. passé sur E égale M6 ou quoi? Alors la qualité du service est-il? La qualité du sommeil est-il? Alors, Ça commence donc quand vous créez votre sommeil, hein, il faut d'abord gérer la capacité, la disponibilité. Faire attention aux abcès. Attention aux abcès, parce que ça empêche de dormir. Non, vous voyez ici, dans l'idée, bah, c'est bien sûr créer un service que vous pouvez faire. Quelle est votre capacité? Donc, je vous redonnais l'exemple de Amazon, qui avait une grosse capacité matérielle, bah, il pouvait l'encaisser. C'est ça qu'il faut voir. Les niveaux de sécurité, ah si, c'est là, peut-être je vais vous la mettre là. Bon, la conception des services, ça va, c'est pas pour vous. Les besoins, les personnes, les produits, ça aussi. Ça va pas vous intéresser. Non, ça c'est pour l'assertif, tout ça. Le catalogue, je vous en ai déjà parlé. Voilà. Alors ça, par contre, les niveaux de sécurité des services, ça c'est très important ce que je vous dis, et ça vous devez le savoir, c'est les contrats. Vous allez avoir un accord entre le client qui va consommer le service et le fournisseur du service. Et il y a un terme qui revient très souvent, c'est le SLA. Donc il y a écrit Service Level Agreement,
celui-là. C'est l'accord du niveau de service. Le SLA, c'est le contrat qui est entre le fournisseur de service et le client qui paye pour ce service-là. Et dans le SLA, vous avez tout ce qui va encadrer le service. C'est combien de personnes vont le faire, quand est-ce qu'elles vont intervenir. Le plus important pour vous, dans le SLA, c'est les délais. Dans le SLA, vous allez avoir le délai. C'est-à-dire, vous avez un contrat de service de dépannage, par exemple, avec un client, et dans le contrat, il y a écrit, quand on vous appelle, vous devez prendre en charge la personne dans les 2 heures. Vous avez 2 heures pour prendre en charge le ticket, l'intervention, le dépannage, etc. Ça, c'est écrit dans le SLA. C'est écrit dans le contrat, c'est ce qui cadre le contrat. Et donc, c'est 2 heures. Évidemment, suivant les contrats, il n'y a pas le même SLA. Il y en a certains qui sont en 2 heures, il y en a en 4 heures, il y en a en 8 jours, il y en a à ZAP, peu importe. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez, on va vous faire chier. Et c'est ce qui revient dans les conversations. Le SLA, c'est 2 heures, qu'est-ce que tu fous? Voilà, cette phrase, vous devez la comprendre. Le SLA, c'est le contrat qui encadre le service qui est payé par le client et ce qui va définir les horaires auxquels vous devez intervenir. Dans le SLA aussi, il y a les pénalités. Vous avez 2 heures pour intervenir, vous avez mis 3 heures, évidemment tout est noté, tout est tracé. Votre entreprise doit en général des pénalités de retard au client. Et c'est ce qui vous fait, vous, le plus chier. C'est respecter le SLA. Respecter le contrat, respecter le cadre d'intervention de votre entreprise vis-à-vis de son client. Quand il y en a, évidemment, quand il y a des contrats, il y a des fois, il n'y en a pas, et ben là, c'est le merdier. Mais ITIL, il a dit que vous devez tout écrire. Hein. Et le client est au courant de cette réunion? Normalement, oui. Mais après, ça dépend. On reprend l'exemple de Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, c'est ton client. Évidemment, il y a du SLA de prévu dans le contrat. Mais qui l'a signé? Le DSI. C'est les grands décideurs de Bordeaux Métropole, c'est ceux qui ont les sous, qui vont décider, il y a un SLA de machin. Mais après, la personne qui t'appelle, c'est Brigitte. Et l'idée, c'est de dire quoi? Mais Brigitte, elle appelle directement Scriba. Elle passe pas par la hotline de Bordeaux Métropole, elle y va directement. Sauf que, est-ce que Brigitte, elle est au courant qu'il y a un SLA? Elle est au courant de que dalle. Oui. Voilà, c'est plutôt après, du fait qu'il y a une traçabilité, du fait qu'il y a des tickets, vous avez commencé à telle heure, vous avez fini à telle heure, tout ça c'est analysé. C'est quand la formation va remonter. C'est ça. Ça va remonter après, et votre ticket, bah, finalement ça a mis 3 heures, et on revient au diapo d'avant, il y a un responsable, et le responsable, lui il est au courant de ça, et il sait, putain là on a dépassé le SLA. Et ça redescend, et tu te fais taper sur les doigts. Oui. Et oui. Mais s'il y a eu un... Enfin, tu dis que tout est noté, il y a la traçabilité, il y a bien... S'il y a eu un souci, c'est tracé aussi. Donc, Oui, oui, bien sûr. il peut y avoir un souci qui n'était pas prévu et du coup... On a eu... Alors ça c'est encore autre chose. Ah. C'est là, encore une fois, il y a eu un déplacement du SLA, point. Oui. C'est Ok. un fait. Maintenant, quelle est la cause de ce fait? Pourquoi est-ce que ça a dépassé? Ben là c'est autre chose, c'est une autre partie. C'est d'abord, on cadre le contrat. On met le cadre. Durée d'intervention. Alors faites attention, dans les SLA, il y a souvent 2 délais. Vous avez le délai de prise en compte de l'incident et vous avez le délai de résolution de l'incident. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes délais. C'est des fois, vous voyez ça, vous avez des contrats 4 heures, 4 heures. C'est-à-dire que vous avez 4 heures pour prendre en compte le problème et vous avez 4 heures pour résoudre le problème. C'est pour ça que des fois, souvent, il y a deux délais. Il y a du 2 heures, 6 heures, du 1 jour, évidemment. Plus vous avez des SLA courts, plus c'est cher. Vous aurez peut-être comme ça à gérer des interventions où on va vous dire, alors il y a 10 tickets à faire, mais le 11e qui vient d'apparaître, c'est les hôpitaux de Bordeaux. Alors les hôpitaux de Bordeaux, le SLA c'est 1 heure. Hein. Donc les 10 d'avant, vous les laissez tomber. Hein. Vous prenez les hôpitaux de Bordeaux d'abord. Parce qu'ils n'ont pas le même SLA. Donc c'est quelque chose, voilà, dans le jargon, dans le vocabulaire à connaître, SLA, vous devez savoir ce que ça veut dire. Quand on vous parle de SLA, vous devez dire, c'est quelque chose dans ITIL, et c'est donc l'encadrement du contrat, en particulier
les délais d'intervention, les délais de prise en compte des tickets. Ça, vous l'entendrez souvent. Le terme SLA, ça revient tout le temps, mais c'est ce qui vous fait le plus chier. C'est ce qui, pas forcément ce qui vous fait le plus chier, mais c'est ce qui va le plus vous stresser. Parce que ça définit le délai d'intervention, donc c'est pip pip, et on y va. Hop, 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 hop. Faut se dépêcher. Du coup, ça veut dire que quand on reçoit un ticket, il y a toujours une charte à côté, ou enfin en tout cas le contrat pour savoir Oui, combien de temps. en général, voilà, il est toujours affecté à un contrat de client, et dans le contrat, c'est écrit, c'est ce que dit-il, il faut qu'il y ait ce contrat-là, et dans le contrat, c'est écrit parce qu'effectivement, des clients, si tu en as 200, tu connais peut-être pas tous les contrats par cœur. Mais normalement, on a des logiciels de ticketing, on crée les clients, et dans les clients, il y a les contrats qui sont associés, donc tu peux le savoir. Après, avec le temps, en général, on commence à avoir l'habitude, et surtout ceux qui sont importants, ceux qui sont urgents. Dans les entreprises, pardon, je vais couper. Vas-y, vas-y. En fait, tu peux parler comme ça, dire attention à la gestion de votre SLA, sinon ça va impacter le SLM. Tu peux parler comme ça, pareil. Vous pourrez faire ça. Tout à fait. Tu peux parler comme un acronyme. Ah bah des acronymes, on en a beaucoup. Hein. Alors là, dans tous les... Enfin, je pense que dans tous les métiers. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de métiers où il n'y a pas d'acronyme. J'imagine même pas de médecins parler ensemble. Quoique, il doit y avoir des diminutifs plutôt. Parce qu'à chaque fois, les médicaments, ça prend deux plombes. Est-ce que des inconnus, monsieur gentil, mais ils ont tous chacun leur vocabulaire et captent rien. Ah oui, quand il a d'abord son avocat, son médecin. C'est ça, oui. Donc voilà, le SLA, déjà si de utile, vous retenez que le SLA, c'est bon. Ça suffira. Donc vous pouvez vous barrer maintenant. Ça c'est la sous-traitance. Donc, ouais. Ça aussi c'est pas la peine de le savoir, les types de SLA, c'est pas intéressant. Juste, ce qui est intéressant, c'est le savoir que le SLA, vous en avez aussi des fois en interne. J'ai pris l'exemple de Scriba, qui est un sous-traitant qui va travailler pour Bordeaux Métropole. Mais dans les grosses boîtes, vous avez des fois des SLA internes. C'est-à-dire que vous avez Bordeaux Métropole a son propre service informatique interne, où dedans c'est que des fonctionnaires. Ben, ils ont des SLA, ils ont des contrats avec les autres services. Ça sert à ce que dans les grosses boîtes, on sache en interne combien nous coûtent les services internes. J'ai un service informatique interne et j'ai un service comptabilité. Les ordinateurs de la compta, c'est le service informatique qui les gère, interne. Ça coûte combien? Combien de temps les techniciens en interne ils prennent de temps pour aller dépanner les comptables? Ça marche dans l'autre sens aussi. Les comptables, c'est eux qui établissent les fiches de paye des salariés du service informatique. Ça coûte combien? Donc ça marche dans tout ça. Ça s'appelle de la compta analytique. Et en interne, il y a aussi des SLA. Donc peut-être que demain, vous serez salarié d'une entreprise et vous ferez la maintenance, le dépannage de vos collègues. Et cette fois, c'est plus des clients, c'est vos collègues. Mais y a-t-il pareil? On peut aussi faire utile avec ça. Pour savoir l'efficience du service informatique. Est-ce que c'est justifié de prendre un nouveau salarié? Par exemple. Bah, au moins, on a les stats. Donc même en interne, on va vous faire chier. Pas toujours, hein, mais souvent on vous fait chier aussi en interne. Et ça, c'est chiant quand on nous fait chier. Hein. Bon, la capacité, ça, c'est la possibilité de grandir. Alors, la disponibilité. Alors ça va être important. La continuité du service. Alors là, c'est quelque chose qui... Alors, je ne sais pas si ça va vous impacter vous tout de suite, mais il faut tout mettre en place pour que vous puissiez avoir une continuité de service. Ça, on en entend beaucoup parler en informatique, de la continuité du service. Vous connaissez déjà un mécanisme qui permet la continuité de service. Lequel? Là, il faut vous réveiller. J'ai déjà utilisé ce terme, continuité de service. C'était dans quel cadre? Ah, dans les raids, non? Hein? Dans les raids, non? Exactement, dans les raids. Le RAID 5, c'est un système qui permet la continuité de service. Vous avez un disque dur qui tombe en panne? Pas grave. On a une continuité de service. Notre serveur, qui héberge un service, il n'est pas en panne. Ça continue de fonctionner. Avec le hotspot, bien sûr.
Pas forcément, mais déjà si vous avez un RAID 5 ou un RAID 1, c'est bon, vous avez de la continuité de service. Donc ça fait partie du travail à mettre en place pour garantir un service. Je vais mettre en place ce qu'il faut pour faire de la continuité de service. Donc le RAID en fait partie, par exemple. Gestion de la sécurité. Alors, ça aussi c'est quelque chose dans lequel vous allez intervenir, enfin dans les entreprises où c'est bien fait. Au niveau de la sécurité du service, vous avez 3 choses, la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité. Alors, c'est 3 mots que vous retrouverez normalement souvent. D'abord, la confidentialité des données. Ça veut dire quoi la confidentialité? C'est qui accède aux données. Certaines données sont-elles accessibles par tous les salariés? Certaines oui, mais certaines non. Il y a certaines informations accessibles par Brigitte, oui, mais d'autres non. Ça aussi, vous savez ce qu'on va utiliser pour la confidentialité des données. Qu'est-ce qui permet de gérer les accès aux données? Ça aussi, on en a parlé. Quelqu'un s'en souvient? Non. C'était pas ça. C'est Active Directory, ce qu'on appelle. Ça va aider Active Directory. Non, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. ACL? Bonne réponse, c'est les ACL. C'était quoi les ACL? C'est des droits. C'est les droits. Exactement. Ça permet de gérer la confidentialité, les droits. Certains utilisateurs peuvent accéder à des informations, d'autres accèdent à d'autres informations, etc. Donc c'est quelque chose que vous mettrez certainement en place, ou c'est quelque chose aussi que vous allez subir. Il y a des ACL qui ont été mis en place. Brigitte essaye d'accéder à des données. Est-ce qu'elle a le droit d'y accéder? Non. Donc elle n'y accède pas. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un problème? Non. C'est une situation normale. Donc la confidentialité va faire que il y a des gens qui y accèdent, il y a des gens qui n'y accèdent pas. Vous serez peut-être ici, au milieu, devoir expliquer à Brigitte, non, il n'y a aucun problème. C'est juste que le fichier auquel vous accédez, vous essayez d'accéder, vous n'avez pas le droit d'y accéder. C'est tout. La disponibilité des données, c'est le fait que les données sont disponibles tout le temps. Typiquement, bon, comment faire pour qu'un disque dur soit tout le temps disponible? Non, tout le monde dort toujours, bon c'est pas grave, le RAID 5. Grâce au RAID 5, vous avez la continuité de service, vous avez la disponibilité. Votre disque dur, les datas que vous mettez dedans sont toujours disponibles. Et l'intégrité des données, c'est pas tout à fait la même chose que la disponibilité. L'intégrité, ça veut dire que les données ne soient pas abîmées, ne soient pas détériorées. Vous avez tout à fait un disque dur fonctionnel, mais les fichiers, ça arrive. Les fichiers, on les ouvre, on les ferme, on les copie à moitié, ça s'interrompt et le fichier, il est détérioré. Son intégrité a été abîmée. Pour la gestion de l'intégrité des données, il n'y a qu'une seule solution, ça s'appelle la sauvegarde. Grâce à la sauvegarde, un fichier détérioré, on va pouvoir le remettre tel qu'il était hier ou avant-hier, suivant la sauvegarde. C'est pour ça que la sauvegarde, ça va être une partie importante du cours. On va passer 2 jours dessus, on va faire que des sauvegardes. Vous allez pouvoir comme ça fournir de l'intégrité grâce aux sauvegardes, fournir de la disponibilité, de la haute disponibilité, de la continuité grâce au RAID par exemple, et la confidentialité, c'est grâce aux ACL. On fera tout ça. Enfin le RAID on l'a déjà fait, mais on en refera. Mais on fera de la sauvegarde, on fera les ACL, ça répondra à la gestion de ce qu'ils appellent la sécurité. C'est là où vous voyez que le mot sécurité, c'est plus que simplement des accès. Le fait de pouvoir garantir la continuité de service, ça fait partie de la sécurité. Le fait de pouvoir garantir l'intégrité des fichiers, ça fait partie de la sécurité. Il n'y a pas que les ACL dans la sécurité. Alors, le changement, la transition des services. Celui-là, en général, vous le faites souvent. L'idée, c'est quoi? C'est que votre service, il va bouger. Il a une durée de vie. C'est possible que vous fournissiez quelque chose et qu'à un moment donné, il faut l'enlever. Alors l'exemple le plus simple, je pense que c'est celui, normalement vous serez confronté toute votre vie, c'est le matériel. Brigitte, elle a un ordinateur. Il a une durée de vie? Ah oui, bien sûr qu'il a une durée de vie, l'ordinateur de Brigitte. La durée de vie d'un ordinateur dans une entreprise, c'est combien d'années?
Aucune idée? Entre 5 et 10 ans. Ah, c'est entre 3 et 5 ans normalement, parce que c'est l'amortissement comptable. Quand les entreprises elles achètent du matériel, elles l'amortissent comptablement. Et suivant ce qu'ils ont, c'est entre 3 et 5 ans. Après, Parce que l'ordinateur, il est considéré à une valeur comptable de 0. Il ne vaut plus rien. À ce moment-là, il les renouvelle. Ça, c'est quelque chose que vous ferez très souvent dans votre métier, c'est remplacer les anciens ordinateurs par des nouveaux ordinateurs. Le service qui était fourni, c'était le prêt à Brigitte de son ordinateur de travail. Il est arrivé à la fin de sa durée de vie, on va renouveler le matériel. Ça peut être vrai pour n'importe quel autre service. L'autre exemple, c'est les logiciels. On a installé Microsoft Office sur le poste de Brigitte. Oui, quelle version? C'est Microsoft Office version 2010. La durée de vie de Microsoft Office 2010, elle est finie. On va le remplacer, on va l'enlever, et on va en mettre une nouvelle version. On va donc le faire évoluer. Donc votre service, on fait ce qu'on appelle donc la transition. Donc ITIL, ils ont dit, il va falloir prévoir tout ce qui va faire la transition du service. Donc ça part de la planification du service. Bien sûr, quand vous allez avoir besoin de changer quelque chose, ça doit être planifié. C'est là où c'est la plupart du temps le bordel dans les entreprises, c'est que les choses sont planifiées ou à moitié planifiées ou mal synchronisées. Typiquement, vous vous occupez de l'informatique, vous. Il y a des chances que ce soit ça. La problématique des fois, c'est les déménagements. Ça fait partie aussi du cycle de vie des services. Brigitte, elle déménage, oui, très bien. Vous vous occupez de l'ordinateur, mais c'est pas vous qui vous occupez du bureau. Vous devez déménager Brigitte. Le bureau où vous devez l'installer, il n'y a pas de bureau. La pièce est vide. Vous avez l'ordinateur dans les mains et... il y a eu un petit problème de planification, je crois. Parce que des fois, il y a plusieurs services qui doivent être mis en place, synchronisés tous ensemble pour tout déménager. Ou des fois, c'est l'inverse. Vous arrivez pour déménager Brigitte, il n'y a plus rien dans le bureau. Le bureau est vide. Mais parce qu'il y a d'autres gens, les gens qui s'occupent des tables et des chaises, qui ont tout déménagé, y compris l'ordinateur. Qu'ont-ils fait quand ils l'ont déménagé? L'ont-ils bien débranché? Ont-ils bien rebranché? Ont-ils arraché les fils? Je ne sais pas. Donc la planification, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc pour faire ça bien, il y a différents types de changements. Donc ITIL, ils ont catégorisé, ils ont dit il y a le changement normal, le changement urgent et le changement standard. Donc l'idée, ça va être de dire, on va prévoir tous les cas de figure. On va prévoir, j'ai besoin de changer l'ordinateur parce qu'il a été changé, il faut le changer tous les 10 ans. Donc c'est prévu. Je sais déjà, le jour où j'installe le nouvel ordinateur de Brigitte, que dans 5 ans, je reviens pour le changer. C'est prévu, c'est planifié, il n'y a pas de souci. Je sais que les logiciels sont obsolètes au bout d'un certain temps. Je sais déjà au bout de combien de temps. Donc on va planifier cet été, au mois d'août, on va faire tous les changements de Microsoft Office, on upgrade les versions. Et vous avez certains changements qui sont des changements urgents. Donc les changements urgents, vous savez déjà ce que ça veut dire. Il y a un problème, l'ordinateur il est en panne. C'est pas je dois renouveler le PC de Brigitte parce qu'il est obsolète, c'est parce qu'il est en panne. Donc ça va être un peu la même procédure que les autres, mais celle-là, il faut l'exécuter plus rapidement parce qu'elle ne peut plus travailler, Brigitte. Et elle va râler si elle ne peut pas travailler. Donc il va falloir déclencher le remplacement. Bon, ça, les comités, c'est pas ce qui vous intéresse, à part si vous êtes dans des très grandes boîtes, des grandes... Voilà, du gros. Si vous êtes chez les gros, en général, il y a on ne fait pas les changements sans autorisation. Il faut une autorisation, il y a quelqu'un qui décide quel changement on fait, quand est-ce qu'on le fait, et on va consulter les gens. On va reprendre l'exemple de Brigitte. Il faut changer l'ordinateur de Brigitte, oui. À qui il faut demander? À Brigitte. Parce qu'il faut peut-être le faire quand elle est là, ou quand elle n'est pas là. Il faut la prévenir, il faut la consulter. On va dire, voilà, on va changer votre ordinateur, on peut faire ça mardi après-midi, vous êtes en réunion. Ah non, là vous en avez besoin parce que vous allez en réunion avec votre portable. Bon, on fera ça jeudi, etc. C'est un exemple tout bête, mais il faut planifier il faut consulter plein de personnes. Je reprends l'exemple du déménagement. Il faut déménager Brigitte, très bien, on va consulter aussi, on va prévenir l'équipe de déménagement du bureau pour qu'on se retrouve tous mardi à 14 h. Nous, on s'occupe de l'ordinateur, il y en a d'autres qui s'occupent des bureaux. Ça paraît évident,
Mais bon, il y a dans certaines boîtes, bah, c'est pas prévu du tout. Un truc important dans la gestion du changement, c'est la remédiation. C'est-à-dire, il y a un problème. On a prévu, on a anticipé que se passe-t-il si je ne peux pas déplacer l'ordinateur? Comment revenir en arrière? On prévoit de revenir en arrière. On prévoit une solution de secours. Il vous faut un plan B. Il faut prévoir le plan B. Bon, c'est pas toujours prévu, hein, la prévision du plan B. Vous voyez que ça paraît évident, mais si tout ça c'est bien fait, les entreprises qui sont utiles de A à Z, mais tout marche comme sur des roulettes. Hein. Tout a été prévu, tout a été anticipé. Et ça marche très bien. Et tout le monde ne le fait pas. Alors l'évaluation du changement, ça c'est pas très intéressant. La gestion des connaissances, vous pouviez y être confronté. ITIL, il vous dit que dans votre entreprise, vous avez un certain nombre de connaissances et ces connaissances, il faut les stocker quelque part. Dans votre entreprise où vous allez travailler, vous avez besoin d'installer l'antivirus. Je reprends le même exemple. C'est une connaissance que vous n'avez pas. Où trouver l'information? Comment installer l'antivirus? ITIL, il vous dit, vous avez des bases de données, vous avez des bases de connaissances. Toutes les connaissances de l'entreprise, elles doivent être répertoriées pour que vous puissiez facilement les retrouver. Dans la vraie vie, ça peut exister dans les grosses boîtes. Dans les moyennes boîtes, en général, ah non mais ça, il faut demander à Roger. Ah mais Roger, c'est le spécialiste de l'antivirus. Tu vas lui demander, il va te dire en 5 minutes comment il faut régler le problème. Donc vous avez, ITIL, il vous dit, il faut que tout soit écrit. Dans la vraie vie, il y a beaucoup de transmission orale. Hein. Il y a beaucoup, j'ai un problème, comment on résout ce problème-là? Ah, c'est écrit dans la base de données, oui, mais alors, j'ai Manu qui est à côté, et Manu, c'est un pro du portugais, donc je vais lui demander. Comment est-ce qu'on dit fromage en portugais? Voilà, ça va plus vite que d'essayer d'aller chercher. Donc, vous le verrez dans votre vie, soit tout est dans la base de données, ou vous demandez à des êtres humains. On a plutôt tendance à demander à des êtres humains quand même, hein. C'est ce qui se fait le plus souvent. D'accord? Bon, ça c'est pas très intéressant tous ces termes-là. La mise en production et le déploiement, ça vous allez pas devoir normalement le... À moins que vous ayez... Ouais, peut-être si vous allez faire la partie déploiement... Non, mais la partie déploiement, ça va pas vous intéresser. Ah, ça c'est pour vous, ça. L'exploitation des services. Donc une fois qu'on a réfléchi à quel service on voulait faire, une fois qu'on a mis en avant le positif, le négatif, les moyens qu'on avait, ça y est, on a créé notre service, on a vendu notre service, nos clients ont acheté notre service, et il va falloir l'exploiter, il va falloir le mettre en place. Et ça, c'est vous. Donc vous allez être ceux qui vont mettre en place le service. Et dans l'exploitation du service, vous avez certainement des événements, des incidents, des problèmes, des demandes et des gestions d'accès. Ça, c'est votre quotidien. Dans votre boulot, vous allez faire ça. Vous allez gérer des événements, des incidents, des problèmes, des demandes, gérer des accès. C'est votre métier. Et donc ITIL, il a dit, bon bah votre métier, boum, on va le gérer. Donc lorsqu'il y a des événements, donc il y a 3 types d'événements, les informations, les avertissements et ce qu'on va appeler les incidents. Ça, c'est très important et on va en parler plus en détail quand on va faire la supervision. Le principe de la supervision, c'est justement la gestion des événements. Il se passe des choses. Il y a des événements. Eh bien, on va les catégoriser, les événements. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, est-ce que c'est un message d'information? Message d'information, par exemple, un serveur a redémarré. Le serveur redémarre. Il faut que vous soyez informé. Est-ce que c'est important? Oui, c'est toujours important quand un serveur redémarre. Est-ce que c'est un avertissement? Oui, il redémarre toutes les 5 minutes. Ah oui, redémarrer toutes les 5 minutes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, vous avez des choses exceptionnelles. Le serveur a redémarré à 14 h. C'est pas du tout normal. Là, on a vraiment un incident. Un serveur, il n'est pas censé redémarrer en pleine journée. Il faut qu'il y ait une vraie raison pour laquelle il redémarre. Donc, vous allez catégoriser tous les événements. Et ça, c'est la supervision qui fait ça. Vous allez voir quand on va le faire au niveau de la supervision. L'objectif de la supervision, mais ça va être... Alors, c'est le mot qui est écrit en bas en italique, c'est être proactif. L'objectif de la supervision, c'est de centraliser les événements pour pouvoir agir avant qu'il y ait un problème. Je vais prendre un autre exemple. Je vais avoir comme information l'espace disque d'un disque dur.
l'espace restant d'un disque dur. C'est une information. Cette information, si il reste plus de 50%, c'est juste une information. S'il reste que 20%, ça devient un warning. Triangle jaune, alerte générale. Et s'il reste moins de 1%, là c'est carrément un incident parce que le serveur il fonctionne plus. C'est le même événement que je surveille. C'est la même information que je récupère. C'est l'espace disque restant. Mais suivant la valeur, ça va passer d'information à alerte à alarme. À un incident. D'accord? L'objectif c'est bien sûr, s'il y a un avertissement, un warning, je vais agir avant que ça devienne un incident. Et je vais libérer de l'espace disque sur mon serveur avant que ce soit en rouge et qu'il soit planté. C'est ça l'idée. Donc des événements, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'outils qui vont vous permettre de récupérer ces informations et les analyser. Une fois que c'est devenu un problème, ça devient un incident. Voilà, le serveur a redémarré, ou le serveur ne démarre pas. Petit rappel dans les SLA, hein, le SLA qui va vous dire, ça y est, c'est un incident, vous avez tant d'heures pour intervenir. Il va falloir prendre en compte l'incident. Et donc, il va falloir l'identifier, il va falloir l'enregistrer, il va falloir le catégoriser, et il va falloir le prioriser. Qui fait ça? Eh bien, ça dépend. Vous avez certaines entreprises où c'est vous qui allez tout faire. C'est vous qui allez récupérer l'incident, qui allez l'enregistrer. L'enregistrement, c'est les fameux tickets. On va créer une ticket. Il va falloir le catégoriser. Il est dans quelle catégorie? Est-ce que c'est un incident matériel, logiciel? Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est un défaut d'électricité? Peu importe. Il y a des catégories d'incidents. Et enfin, la priorisation. La priorisation, ça dépend de quoi? Ça dépend du SLA. Suivant les SLA, vous allez avoir du catégorie, ça va être à faire plus ou moins rapidement, ça va être urgent, très très urgent. Donc vous avez le fameux TU, TTU. Hein, TU c'est très urgent, TTU c'est très très urgent. Et après vous avez PH, c'est au-dessus de TTU. PH c'est pour hier. Alors l'incident il arrive, il faut le résoudre quand? Il faut le résoudre hier. Autant vous dire qu'il faut vous dépêcher. D'accord. Après, une fois que vous avez défini les priorités, il y aura un impact. Et, au besoin, vous avez une notion importante dans ITIL, c'est l'escalade. L'escalade, c'est j'ai récupéré un ticket, il y a un problème quelconque. Ce problème-là, pour le traiter, est-ce que vous êtes capable de le traiter? Est-ce que vous avez le niveau? Et vous retrouvez les fameux niveaux, le N1, le N2, le N3. En général, il y a 3 niveaux. Ça va être quelque chose que vous aurez au quotidien. Vous, est-ce que vous allez travailler au N1? Si vous travaillez au N1, on va faire simple. C'est tout ce qui se passe sur l'ordinateur de Brigitte. Quand vous êtes au N1, sa souris ne marche pas, c'est du niveau 1. Son ordinateur ne démarre pas, c'est du niveau 1. Le niveau 2, c'est plutôt ce qui va se passer entre Brigitte et le réseau. Ça va être tout ce qui sera niveau réseau. Il y a un problème sur un routeur, c'est du N2. Parce que c'est plus sur la machine de Brigitte. Il y a un problème de brassage sur un switch, c'est du N2. C'est plus sur l'ordinateur de Brigitte. Vous voyez, ce sera plutôt ça le niveau 2. Et le N3, c'est plutôt ce qui se passe sur les serveurs. Il y a un souci au niveau du serveur DHCP, c'est N2, N3, on va dire, c'est dans ces niveaux-là, il faut intervenir sur un serveur. C'est plutôt un administrateur qui intervient sur les serveurs. Vous intervenez sur les postes et peut-être sur les routeurs, ça dépend. Donc c'est ça, le N1, le N2, le N3. Donc vous avez un ticket, vous avez un incident, cet incident il faut le résoudre. Est-ce que c'est de votre niveau? Si c'est pas de votre niveau, on va donc passer le ticket, on va faire une escalade, on va monter au N2. Je vais transférer le ticket au N2 parce qu'il y a un problème sur un routeur. Bah, c'est ceux qui gèrent le routeur qui vont le gérer. Je vais le transférer au N3. Un problème administratif, il y a un administrateur, ouais, voilà, sur un serveur, machin. Et vous avez une autre escalade, donc c'est l'escalade hiérarchique. On reprend l'exemple des autorisations. Brigitte veut accéder à un fichier. Aucun problème, elle n'a pas le droit d'y accéder, tout simplement. Les ACL la bloquent, elle n'est pas autorisée à le faire. Vous pourriez lui donner les droits. Hein. Vous êtes N2, vous avez le droit de gérer les autorisations. Enfin, vous avez, pardon, la capacité physique de le faire.
Mais est-ce que le choix, est-ce que vous avez la responsabilité vous incombe? Bien, c'est exactement ça. Oui, Brigitte, vous voulez accéder à ce fichier? Aucun problème. C'est le fichier de la paye de l'entreprise. Ah ouais, je vous donne l'accès. Bah non, vous lui donnez pas l'accès. Vous ne donnez aucun droit à personne sans que la hiérarchie, le management, l'ait validé. Vous allez peut-être devoir faire une escalade en disant « Brigitte, aucun problème, je fais une demande à votre chef. » Ou vous faites une demande à votre chef. Est-ce que vous avez « J'ai reçu le mail du chef du service comptabilité qui autorise Brigitte à accéder à la paye. » Oui, il y a eu une escalade hiérarchique. C'est pas une escalade technique. Dans ce cas-là, c'est bon. La traçabilité, dans ces cas-là, c'est très important. Il faut que vous ayez une trace. Quand quelqu'un demande des droits en plus, c'est pas vous qui décidez. Oui. Et si elle fait la demande, elle demande à son chef, Oui. puis en fait il lui a dit non, et du coup elle se dit bah, je vais passer directement par le service. Nous on a une trace comme quoi ça avait été refusé avant. Bah, ça dépend des logiciels. Ok. Ça dépend comment est-ce que l'infrastructure est mise. Si elle lui a demandé oralement, il a fait tu pourras me donner Oui, l'accès, non, il a mais, dit vache de football, caraï, Oui voilà. et il n'y a pas de trace. Ouais, ouais. Mais peu importe Oui, alors, qu'il y ait une trace ou pas. Ok. Elle, t'as dit qu'elle essayait de faire Ouais, ouais, l'anguille elle veut feinter. avec toi. Ouais. Elle te demande à toi. Si elle fait l'anguille, il n'y a pas de trace. Même s'il y en a une, elle te demande Ouais, ouais. de faire quelque chose que tu n'es pas censé faire. Ouais, ouais. Peu importe qu'il y ait une trace ou pas. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu dises non, Brigitte. Ouais, Alors, quand c'est Brigitte, ça peut aller, mais quand c'est Svetlana, ouais. ah, franchement, c'est dur là. Ça, Ah là, c'est... Et ça arrive, justement, que bon bah, Itil, il a dit qu'il fallait le faire, et qu'il y a des gens, ils font pas comme Itil, il a dit. Et là, c'est le drame. Là, c'est le bordel. Ça s'appelle La France. l'utile et l'agréable. Oh, joindre l'utile à l'agréable, excellent. Non, c'est la France. Ça, j'en reparlerai quand on fera les autorisations, quand on fera les ACL. Et vous allez voir que Utile le dit, même Microsoft, il a des méthodes de mise en œuvre, et il y a la France. Et en France, c'est... Alors, normalement, les comptables, c'est comme ça, et puis ils ont le droit de faire ça, ça et ça. Super. On a fait une réunion, tout le monde est d'accord. Puis après, il y a la vraie vie à la française. Waouh, ça va, c'est bon. Ouais, Brigitte, je vous donne l'accès, c'est bon, ils vont pas faire chier. Oh, elle va pas faire de bêtises. Oh, Svetlana, c'est bon, oh là là, c'est la catastrophe. La France, c'est la catastrophe. La France, elle est pas du tout utile. Hein. Comment il va tomber ça? Alors, la gestion des incidents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les services, il faut qu'on ait un moyen de mesurer. Tout doit être mesurable. Et bien la gestion des incidents, elle est mesurable. Et c'est là où ça, c'est celui qui vous fait le plus chier. Il faut des stats sur le taux de résolution des incidents, la durée moyenne d'un incident, le nombre d'incidents résolus par jour, par semaine, etc. Donc vous avez malheureusement des fois des entreprises qui sont au taquet là-dessus, en particulier quand c'est des sous-traitants. Je reprends Bordeaux Métropole, la hotline, elle est sous-traitée, et on vous demande, il faut carburer. Des incidents, vous devez en faire 10 par jour. Il faut gérer 10 tickets par jour. Et on bastonne parce que sinon il y a des pénalités, parce que celui qui a négocié le SLA, il a fait oui, non, c'est bon, les techniciens c'est des bons, ils vont faire ça très vite. Les commerciaux, hein, on les connaît. Ils vendent du rêve. En une heure. Et puis derrière, c'est vous qui pédalez. Donc ça c'est chiant. C'est arrivé, je sais pas s'il est là, petit topo, il avait ça dans la boîte où il était. Le salaire était indexé sur les tickets. Donc si tu voulais avoir un salaire normal, il fallait que tu résolves beaucoup de tickets. C'est légal de faire ça? Pour ça, la loi, tu sais, il y a l'avocat qui connaît bien la loi et il y a l'avocat qui connaît bien le juge. Si tu trouves que c'est pas légal, tu vas mettre ton patron au prud'homme. L'avocat de ton patron, il connaît bien la loi ou il connaît bien le juge? D'après toi? Je t'écoute. Je crois que ça tombe. C'est pas lui qui choisit sur quel juge ça tombe, non? Non, mais c'est lui qui choisit son avocat. Ouais. S'il trouve le bon avocat qui connaît bien les juges. La différence entre la S'il y a théorie plus et de la justice, pratique. Christophe, je peux plus croire en rien. Mais non, Non. Donc moi je crois que le patron, il a un avocat qui connaît bien le juge. Donc tu fais ce que tu veux. Pourtant, il y a beaucoup de patrons qui perdent au prud'homme. Hein. Tu fais ce que tu veux.
Tu fais ce que tu veux. C'est pas pareil, si tu veux. Moi, je le traîne. Bah, traîne-le. Je travaille 4 mois et je le traîne. Tu fais ta vie. J'accumule des preuves. C'est toi qui vois. Donc voilà, donc tous ces métriques-là, le nombre total d'incidents ouverts, le temps moyen de prise en compte, le temps moyen de prise en résolution, vous avez des entreprises, et il y en a beaucoup qui font ça, tous les mois, allez, réunion, c'est le début du mois, les camemberts ils sont là, on vous montre les histogrammes, alors on a fait tant d'incidents ce mois-ci, tant de résolutions, etc. C'est mieux que le mois dernier, allez, on y va les gars. Il y a ça. Il y a le service commercial qui est à côté. Ah, on a entubé tant de clients ce mois-ci, c'est bon, allez, on va augmenter, on voit la marge et la... Bon, on va dire aux techniciens de faire plus d'incidents dans le même temps. Voilà. On a une armée de techniciens, ils sont... Une armée. Ils sont un. Allez, vas-y. Oui, mais c'est Attila. C'est Attila le 1. C'est lui. Ah, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, donc ça va vous... Ça va vous saouler. Ça vous fait chier. Ah ouais, ça va vous faire chier. Alors selon vous, tiens, petite question. Selon ITIL, il faut savoir que dans ITIL, il y a une différence entre un incident et un problème. C'est une blague ou Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y a vraiment, selon ITIL, une différence entre les incidents et les problèmes. C'est aussi léger l'incident que le problème? C'est une question de poids? Non. Ah, ça peut être une question de poids, oui, mais pas tant que ça en fait. Alors la différence, selon ITIL, c'est un incident. C'est quelque chose qui va se produire une fois. Je vais par exemple vous donner, il y a un copieur, vous avez un copieur dans l'entreprise, ça fait du bourrage papier. Bon, il y a un bourrage papier, c'est un incident. C'est pas normal, bon bah on enlève, etc. Il y a un bourrage papier 20 fois par jour, c'est un problème. La récurrence. C'est la récurrence souvent qui va faire ça, plus que la grosseur. L'autre chose qui va faire basculer de incident à un problème, on ne connaît pas la source du problème. Le bourrage papier, j'enlève ma feuille, c'est mon incident, je sais comment le faire, mais d'où ça vient le bourrage? Comment ça se fait qu'il y a un bourrage à chaque fois? Ça peut être de nombreuses problématiques. Si c'était, il y avait un trombone qui était tombé dedans, j'enlève le trombone, plus de bourrage, c'est réglé. Ça fait un bourrage à chaque fois, pourtant on l'a nettoyé, pourtant on a vérifié, on ne sait pas, ça devient un problème. C'est pareil pour Brigitte a son ordinateur qui ne s'allume pas, parce qu'elle l'avait mal branché. Bon, bah, je rebranche, ça y est, c'était un incident, il est réglé. Son ordinateur s'éteint 20 fois par jour. Il y a un problème avec la prise là. Il va falloir remplacer la prise. Ça peut être ça. Donc c'est ça qui fait la différence entre les deux. Attention, quand vous avez des incidents, voire même des problèmes, il faut que vous ayez des solutions de contournement. Ça, c'était le plan B dont on parlait tout à l'heure. Quoi que vous fassiez, pensez toujours, il peut y avoir des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre. Je ne peux pas le résoudre. Bon bah, je trouve une solution de contournement. Je vais faire autre chose. On va se trouver une autre solution. Mais c'est possible d'avoir des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Pensez aux solutions de contournement. Donc dans la gestion des problèmes, cette fois, donc on vous dit, bon, la fameuse base de données des erreurs, la gestion des problèmes, bah, bien sûr, il va falloir que vous notiez tout ce que vous fassiez. Il y a la revue des problèmes majeurs, normalement, on fait des bilans réguliers pour savoir, mais qu'est-ce qui arrive le plus souvent? On se retrouve à avoir du bourrage papier sur tous nos copieurs très régulièrement. Bon, là, il y a un vrai problème avec ce modèle de copieur. Il faudra peut-être changer le modèle de copieur ou analyser plus en profondeur. Il y a un problème avec le four ou il y a un rouleau qui est défectueux. Allez, on change tous les rouleaux sur toutes les machines. Un petit peu comme quand les constructeurs automobiles, ils font des rappels. Plutôt que d'avoir X problèmes qui continuent, ils anticipent, on rappelle, on change les courroies de distribution de toutes les voitures, et vous repartez avec, ça évite de cumuler les problèmes. Alors, la gestion des demandes aussi, ça c'est quelque chose que vous aurez normalement à traiter. Brigitte a quelque chose qui ne va pas sur son ordinateur ou elle a un manque. Brigitte vous dit, sa souris ne va pas, il faut changer sa souris. Brigitte n'a pas Microsoft Office. Elle a besoin de Microsoft Office. Elle fait une demande. La demande, normalement, elle est cadrée. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a un responsable. Le responsable, il vous a dit déjà oui ou non si elle a le droit de l'avoir ou pas. Donc il faut que ce soit en lien avec le rôle de l'utilisateur et les droits qu'il va avoir. La gestion des accès, les accès, c'est pareil. Les accès, c'était les ACL. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne donnez aucun droit à personne sans une autorisation d'un supérieur. Son supérieur et votre supérieur. Il vous faut les deux. Ça, c'est obligatoire.
Les fonctions, non, bon, ça, les fonctions, ça c'est pour le service. Les centres de service. Les centres de service, c'est évident. Allez, l'amélioration continue des services. Celui-là, ça rejoint la traçabilité. Normalement, donc ITIL vous dit qu'il faudrait que vous ayez toujours en visu pouvoir faire mieux. Votre service, il faut que vous pensiez tout le temps à vouloir l'améliorer. Donc, c'est ça là qu'il faut se rendre. Qu'est-ce qu'il vous dit-il? Vous devez planifier, développer, d'où contrôle et ajuster. C'est pour ça qu'on vous fait chier aussi avec toutes les stats. On a mis en place un service. Très bien. Vous êtes en train de le faire. Vous vérifiez. Donc le check, c'est la traçabilité. À chaque fois que vous faites vos tickets de telle à telle date, tel contrat, j'ai fait tel truc. Si les tickets sont trop longs, on va ajuster le système. Peut-être que vous n'êtes pas assez nombreux au service informatique pour traiter tous les tickets. C'est pour ça que ça s'accumule. Peut-être que vous n'êtes pas assez compétent. On va vous former pour aller plus vite dans ce que vous faites. Peut-être que vous n'êtes pas assez motivé. On va vous fouetter pour que vous alliez plus vite. On ajuste, on ajuste. Une fois que c'est réajusté, on va planifier. Oui, il faut vous former, donc on vous envoie en formation dans 2 semaines, dans 3 semaines. Oui, il faut planifier d'embaucher du monde, donc il va falloir le budget qui va avec. Oui, il faut acheter des fouets, on va planifier. C'est reparti, vous remettez en place le service. Est-ce que c'est mieux? C'est moins bien? On va contrôler, etc. Donc normalement, à chaque fois qu'il y a du contrôle, il y a en face une action qui est faite pour améliorer le service à chaque fois. C'est peut-être pour ça que vous avez déjà vu... On demande votre avis quand vous avez utilisé des services. Ouais. Oui, vous pouvez noter la hotline, machin, satisfaction client. Bah c'est ça. Je le fais jamais. Quoi? Ouais. Tu mets jamais 5 étoiles? Oh, la foutre. Ben voilà, voilà. Nickel. Vous êtes français? Ah, carrément. Ah ouais, ça m'étonne pas. Voilà, les connards. Les connards. Comment tu veux qu'on ajuste si on ne sait pas si les clients ils sont contents ou pas? Ben voilà. Je ne te félicite pas. L'amélioration continue. Bon, c'est ça, l'amélioration continue. Pas besoin de vous embêter trop avec ça. Bon, je change. Non, mais je pense qu'on est bien là. Voilà. Le SLA, vous retenez ça. C'est bien le SLA. Moi, je vais pas vous embêter plus avec le reste. Ça va? Ça a été? Vous avez pas trop dormi? Vous retenez SLA, ça casse les couilles. Mais vous êtes obligé de le faire. Ça marche? Ça a été utile? Oui. Vous avez pas trop dormi? C'est un truc qui fait chier. Et vous devrez respecter les SLA. C'est bon, maintenant vous pourrez en parler. Quand vous verrez ça dans une offre d'emploi, vous verrez utile. Vous direz, ah, eux ils vont faire chier. Ah, ils vont casser les couilles. Hein. Voilà. Le pont ne postule pas. C'est toi qui vas. Après, c'est toi qui vas. Ou alors, il faudra t'attendre à ce que ce sera très carré. Oui. Il faudra faire le ticket, mettre le contrat, début, fin, ça, c'est... Chez Oui, oui, bien sûr, ils font ça. Non, mais faut pas se mentir, tout le monde le fait. Hein. Enfin, dès que c'est un peu gros. Dès que c'est un peu gros, tout le monde le fait. Hein. C'est comme ça reste du best practice. C'est les meilleures pratiques. C'est pas que pour faire chier. C'est parce que c'est utile. Utile. Donc, mais tout le monde le fait. Alors c'est sûr que si tu travailles dans un verger et l'objectif du verger c'est faire pousser des pommes et que vous êtes 2 salariés, non, on fait pas utile. On fait pas utile à 2, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous êtes une équipe où vous êtes 5, non, on fait pas utile. C'est quand tu commences à être 10, 15 au service informatique que là, il va falloir commencer à arrêter de faire du bricolage, à arrêter de faire de l'artisanat de l'informatique et se dire, bon, on va peut-être les choses un peu carrées. C'est à ce moment-là. Donc c'est sûr que chez les petits, vous n'aurez pas ça. Mais eux, oui, ils le font. C'est normal. Mais c'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Que même sur les petits, ils le fassent pas parce que ça permet un suivi quand même. Ils peuvent essayer de le faire, mais il faut voir que ça demande du temps. Oui, oui. Ce temps investi, est-ce qu'il est rentable par rapport au quotidien? On n'est que 2. On n'est que 2. Et même si c'est un verger, il y a peut-être 20 ou 30 Brigitte dans l'entreprise, on n'a pas vraiment le temps de faire des tickets. Il faut que ce soit l'avenant. Il y a un moment où quand on est trop nombreux, c'est complètement contre-productif de ne pas faire de tickets.
Il faut la traçabilité, mais c'est obligé. Sinon, c'est le bordel. Et là, tu perds trop de temps. Après, quand tu es petit, on est censé être capable de discuter tous les trois. On se voit tous les jours, on prend le café. Je me suis occupé de Brigitte et voilà, tu as moins d'incidents. Ouais, mais s'il part en arrêt maladie, t'es mort. Non, parce que ça a été anticipé. Bah non, l'arrêt maladie, c'est pas anticipé. Si. Alors, normalement, on est 3. Alors, avant l'arrêt maladie, il y a un autre truc qui existe dans les entreprises qui s'appelle les vacances. Ça existe. Étonnamment, ça existe. Ouais. Donc, on est 3. Et je sais que quand tu pars en vacances, habituellement, c'est pas tout le temps le cas, mais tu n'es pas là. C'est souvent ça, hein, t'es pas là. Et tu faisais quelque chose dans l'entreprise. Donc, il faut absolument que tous les deux, on soit capable de faire ce que tu fais quand t'es pas là. Donc, quand tu es en arrêt maladie, on est aussi capable de le faire. C'est déjà prévu. En général, quand tu es 3, quand tu es 2, quand tu es 4, tout le monde fait la même chose. On est tous capables de faire ce que font les autres. Il n'y a pas de spécialisation quand tu n'es pas très nombreux. Il faut pas que ça dure trop longtemps. L'arrêt maladie? Non, de bosser pour 3 quand on est 2. Ah oui, non, c'était pas ce que je voulais dire. Oui, ça dure le temps des vacances normalement. Voilà. Parce que sinon, Et c'est là où le pas très longtemps, normalement, c'est 5 semaines par an. Et rarement consécutif. Hein. C'est assez rare les gens qui se prennent leurs 5 semaines d'un coup et plus rien le reste de l'année. C'est dur là. Donc voilà, dans les petites boîtes, tu as ça. Et après, dans les grosses boîtes, quand il y a de la spécialisation, c'est pareil. Il y a le spécialiste messagerie, tu n'as pas le spécialiste messagerie. Ils sont 2. Justement. Pour pouvoir se couvrir quand il y en a un qui est en vacances ou l'autre qui est malade. Ça sert à ça. Et sinon, tu as la base de données. Et là, tu vas dire. Non, mais demande à ChatGPT, ça va plus vite. Des questions sur ITIL? Allez, lâchez-vous, hein. Bon, donc maintenant, vous pourrez en parler le jour d'un entretien. Vous pourrez dire, oui, je sais ce que c'est ITIL, en gros, ce que c'est. Allez, café? Oui. Ouais, j'en ai besoin, moi je vais me le mettre en intraveineuse. C'est là, je sais plus ce qu'on fait après, mais... ça va être... Allez, pause.